continuer. Il y a le projet d'usine d'engrais qui, selon l'ancien maire de Bécancour, Maurice Richard, il n'y avait aucun lien avec le gaz de schiste. Là. Lui, c'était clair dans sa tête. On continue. Il y a évidemment Port-Daniel, en Gaspésie. C'est un projet de cimenterie, mais on ne sait pas trop quelle va être la source d'énergie qui va être utilisée pour cette cimenterie-là. Est-ce que ça va être du petcoke ou ça va être du coke de pétrole, je devrais dire en français, ou ça va être encore là du gaz naturel ou des résidus pétroliers d'autres ordres. On n'en sait pas trop encore jusqu'à maintenant. Ils disent toujours que leur empreinte carbone va être très faible, mais j'ai bien hâte de voir ça, parce que pour faire du ciment, ça prend de l'énergie. En général, c'est de l'énergie sale. On continue. Ça, c'est l'usine de minerai de fer. Le 8 avril, ça a paru dans la presse. On continue. Et il y a 50 ans, à peu près aujourd'hui, on recule en arrière, il y avait un rapport remis par des scientifiques à la Maison-Blanche. Je ne sais pas qui était le président de l'époque aux États-Unis, mais il y avait un appendice qui parlait du dioxyde de carbone. Johnson. Donc, en novembre 65, il y a 50 ans, on va voir la prochaine diapo, qu'est-ce qu'il disait? 65, là. Là, il est écrit en anglais, là, mais je vous le traduis en français tout de suite. Les résultats montrent de manière claire et vraiment concluante que depuis de 58 à 63, le contenu en dioxyde de carbone de l'atmosphère s'est accru de 1,36 %. Cet accroissement d'une année à l'autre est plutôt régulière et la moyenne est autour de 0,23 %. En comparant l'accroissement d'une certaine quantité de carbone, de dioxyde de carbone produit par nos combustibles fossiles, donné dans le tableau 4, nous pouvons voir qu'à peu près la moitié, approximativement presque exactement la moitié de ce flux fossile, de cette combustion fossile, reste trappée dans l'atmosphère. Ça a été dit en 65. Là. Si on regarde la prochaine diapo, on peut voir que des années 60 jusqu'à aujourd'hui, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère là, a dépassé 400 parties par million. À cette époque-là, on était autour de 320 parties par million. Prochaine diapo. Et on peut voir que ça s'accroît en termes de vitesse, malheureusement. À cette époque-là, on parlait de 0,23 %. Donc, pour la décennie 60, c'était 0,27 % par année. Maintenant, on est à 0,52 % par année. Et puis, depuis 2010, ça va encore en s'accroissant, malheureusement. Donc, ici, un graphique où on peut voir toutes les fluctuations de carbone qui ont été ramenées à peu près à une ligne droite parce qu'on n'a pas tenu compte des saisons à cause des arbres et tout ça. Là, on a fait une belle ligne droite. Et là, on a mis une courbe là, que vous voyez à peine en rouge. C'est 57 % du flux d'énergie fossile qu'on consomme sur la planète. Puis on peut voir que ça suit presque parfaitement notre augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Ce que ça démontre, simplement, c'est sûr que au niveau scientifique, je pourrais critiquer à bien des niveaux, mais c'est juste que ça démontre, c'est qu'il y a quand même un lien là, entre ce qu'on émet dans l'atmosphère puis ce qui reste dans l'atmosphère, qui est mesuré par des capteurs qui mesurent le taux de méthane ou ici de CO2 dans l'atmosphère. On continue. Donc, si on regarde notre consommation de pétrole ici, notre consommation de charbon en brun un peu plus pâle, notre consommation de gaz, de ciment, tout ça continue à croître. On n'a pas de valeur négative. Ça croît. On n'est pas en décroissance. Continue. Si on fait la somme de tous ces combustibles-là, on s'aperçoit que le charbon, c'est quand même une grande... Il y en a de plus en plus de charbon. À une certaine époque, on faisait de la déforestation. C'est ce qu'on voit en jaune en bas, là. Mais là, maintenant, la déforestation, c'est un peu jugulé, c'est un peu contrôlé. Mais si on regarde toutes les énergies fossiles, c'est assez épouvantable comme dégagement de carbone dans l'atmosphère. On continue. Et là, je vais vous parler de la bombe méthane. On entend parfois parler là, dans les journaux, dans des émissions comme Découverte. Je vais vous montrer quelques diapos. Donc ici, c'est juste pour vous voir que parfois dans un lac gelé au nord du Canada, on peut mettre le feu pour se chauffer quand on est mal pris. Ici, on voit de la glace fond tellement le dégagement de bulles de méthane est important. On continue.
Et il y a des belles images vraiment sublimes où on peut voir des sculptures pratiquement dans les lacs en Alberta. Et on s'aperçoit que ce qu'il y a là-dedans, c'est du méthane, c'est du gaz à effet de serre qui est émis par le fond des lacs. Et ce que ça donne des colonnes qui se rigidifient parce qu'à un moment donné, il y a quand même un gel là, qui se fait dans ces lacs-là. Prochaine diapo. Et dans le pergélisol, évidemment, ça fond. Donc, ce fondant, il se crée des cavités. Ces cavités-là émettent du méthane. Un exemple ici. Prochaine diapo. Et ce qui fait dire que justement, qu'à l'heure actuelle, on pourrait peut-être estimer quelle serait la quantité de méthane qui serait émise. Ce serait de l'ordre de... En fait, il y a des chercheurs qui ont dit qu'est-ce qui se passerait si c'était 50 milliards de tonnes de carbone qui seraient émis dans l'atmosphère sur une période de 10 ans. Quel serait l'impact? Ben on s'aperçoit que on rentrerait dans le mur climatique 15 à 35 ans plus tôt. Prochaine diapo. On le voit ici dans ces courbes-là. Ça, c'est le 2 degrés à ne pas dépasser. Ça, c'est les années 2020, 2040, 2060. Évidemment, si on avait du méthane, eh bien, on atteindrait la limite en 2035 au lieu de l'atteindre, par exemple, en 2055. C'est juste pour vous signaler que la bombe méthane, elle peut avoir des impacts au niveau des négociations à COP21, par exemple. Enfin, j'espère que ça va avoir des impacts. On continue. Donc, ici, c'est juste pour vous dire qu'on mesure de plus en plus de méthane dans l'eau, du côté sibérien, canadien, américain, norvégien, sur le Groenland, etc. On suit, on continue. Ça, c'est un article du 4 décembre 2015, Alexandre Schiltz, toujours par rapport au pergélisol. Donc, on dit que ça contient 1700 milliards de tonnes de carbone, alors que l'atmosphère en contient 840, je vais vous le faire remarquer. Et que la moyenne des zones arctiques, si ça augmentait la température de 2,5 degrés d'ici 2040, le pergélisol relâcherait globalement de 30 à 63 milliards de tonnes. Donc, on peut voir que les estimés des chercheurs il y a quelques années, de l'ordre de 50 milliards de tonnes, ça semble se concrétiser, malheureusement. Ici, c'est un exemple. Ça, c'est pas le pergélisol qui est fondu. C'est comme un gros cratère qu'on retrouve en Sibérie. On en a découvert une dizaine en quelques mois. C'est des explosions de méthane. Parce que dans le sous-sol, évidemment, il y a du méthane de trappé dans la glace, dans le pergélisol. Et quand le pergélisol fond, ça peut rester trappé au-dessus d'une couche peut-être un peu plus imperméable. Puis tout à coup, ça explose. Donc, ça donne une dimension. On a même trouvé des cratères de 1 km de largeur. Il vaut mieux pas être à côté, évidemment. Mais par après, on va à la prochaine diapo. On peut voir les parois, là, un peu comme boueux, là, puis ça descend à la verticale. Là. On voit que ça a dû secouer. Donc, c'est encore un exemple de la bombe méthane. Là, ça va être un peu fourre-tout. Je ne sais pas s'il me reste encore 5-10 minutes. Je vais parler